Passons maintenant à la voie privilégiée d'administration du glucose hypertonique. Donc, il faut savoir que la voie privilégiée d'administration du glucose est la voie intraveineuse, très très importante. Le glucose hypertonique, il doit être injecté par la voie intraveineuse. Lente, bien sûr. Le dosage, il est de 0,05 g par kilogramme de poids vif. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que si vous possédez du G30 à 30%, le dosage, il sera de 500 ml pour une vache de 500 kg. Si vous avez du G50, ça va être 250 ml pour une vache de 500 kg. Donc, je vous ai mis là parce que vous pouvez avoir les deux. Donc, si vous avez du G30, c'est 500 ml par 500 kg. Si vous avez du G50, ça va être 250 ml par 50 kg. Bon, la perfusion, elle doit être lente. Elle doit être lente. Et ne pas dépasser 0,1 g par kilogramme de poids. D'accord? Ne pas dépasser 0,1 g par kilogramme de poids. Donc, le maximum, c'est entre 0,05 g et 0,01 g par kilogramme de poids vif. En intraveineux. Alors, le traitement permet d'atteindre rapidement une hyperglycémie transitoire à 3 g par litre pour une durée de 2 heures. Et c'est ça le plus grand problème. Ça veut dire que l'injection du glucosé à 30% ou à 50%, elle doit être répétée pendant 2 à 3 jours. Pourquoi? Parce qu'une hyperglycémie transitoire de 3 g par litre pour une durée de 2 heures. Et au-delà de 2 heures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rechute de cette glycémie et donc l'animal peut rechuter et il peut redévelopper un problème. Ce qui va nous obliger à faire des injections généralement 3 à 4 fois pendant la journée, pendant 2 à 3 jours. Ça veut dire essayer de combler ce déficit énergétique, ce déficit en glucose, le temps que l'animal reprenne sa régulation. Et ça, c'est très important. Donc, les gens qui viennent et qui font l'injection d'un flacon de G30 500 ml pour 500 kg et ils repartent, une rechute va automatiquement se dérouler. Attention. Et surtout, lorsque l'acétonémie a bien été déclarée. C'est-à-dire que un taux de BHB qui est supérieur à 1400 micromoles par litre. Donc, il faut faire très attention. Le traitement, il permet une hyperglycémie transitoire de 3 g par litre, ce qui est bien, ce qui va nous donner un taux de glucose. Mais elle est éphémère. En l'espace de 2 heures, vous avez toute la quantité à partir de 2 heures qui va diminuer petit à petit. Et donc, l'idéal serait de refaire un autre flacon 3 à 4 fois par jour. Le minimum, c'est 2 fois. Là, je vous donne une petite remarque. C'est que l'apport oral de 500 à 1000 g de glucose, c'est-à-dire 1 kg de glucose, est déconseillé. Pourquoi? Parce que la majorité du glucose est dégradé dans le rumen par les fermentations intraruménales. Et donc, ils doivent repasser par l'AGV. Donc, si vous donnez du glucose par voie orale, dans l'idée que ce glucose va être absorbé et va être disponible sous forme de glucose au niveau sanguin, on se trompe. Ce glucose, s'il est donné par voie orale, il va être dégradé en intraruménal. On l'avait dit que le glucose alimentaire n'est jamais absorbé sous forme de glucose par la muqueuse ruménale. Il est utilisé par la microflore ruménale et il est dégradé, il est transformé en AGV. Mais attention, surtout avec 1000 g de glucose, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'aggraver une acidose ruménale. Et cette acidose ruménale va favoriser une diminution de la prise alimentaire et elle va aggraver l'acétonémie. Donc, il faut faire très très attention. Le glucose par voie orale est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il va être dégradé dans le rumen par les fermentations intraruménales, passage d'AGV. Donc, malgré qu'il y a un taux de propionate qui va être très intéressant. Mais à long terme, nous, si on donne du glucose par voie orale, dans l'idée que ce glucose, c'est comme chez le monogastrique. Ce glucose, il va être absorbé, il va être mobilisé au niveau du sang. C'est faux. Ce glucose, il va être dégradé par la microflore ruménale, passage par les AGV, avec un risque très très important, puisque le glucose est un sucre fermentescible, rapidement et hautement fermentescible. Et donc, on peut avoir des problèmes d'acidose ruménale qui va aggraver
le tableau clinique de l'acétonémie. Donc faites attention, faites attention. Moi personnellement, je déconseille toujours l'utilisation du glucose par voie orale. Néanmoins, on peut utiliser d'autres sucres autres que le glucose. Les sucres qui sont le fructose, qui est métabolisé en glucose dans le foie, utilisé uniquement par cet organe. Et là, c'est très important. D'accord? Ça veut dire que si on utilise du fructose ou le sorbitol, et le sorbitol, ce sont deux ols, deux oses, d'accord? Deux sucres qui vont être utilisés uniquement par le foie. Donc le fructose et le sorbitol. Donc les solutions à base de sorbitol, de fructose et dérivés seront donc à préférer dans le traitement de l'acétonémie. Donc n'utilisez pas du glucose directement, mais utilisez d'autres sucres tels que le fructose et le sorbitol. Il y a une autre possibilité aussi. Pourquoi ne pas donner les précurseurs de glucose? Ça veut dire c'est des composés qui vont être absorbés au niveau de la muqueuse rénale et qui vont se transformer en glucose par la suite, tel que le glycérol. Le glycérol qui est transformé au niveau du foie en glucose. Le propylène-glycol, c'est le plus important et on va voir que le propylène-glycol va jouer un rôle non seulement dans le traitement mais dans la prévention. Le propylène-glycol est très très important. Et là, j'invite les vétérinaires praticiens à demander à leurs fournisseurs de leur ramener du propylène-glycol. Un propylène-glycol, c'est-à-dire en bidon, c'est des bidons de 25 litres à 50 litres. Ce n'est pas le propylène-glycol qui est incorporé au niveau de certains médicaments parce que le taux de propylène-glycol dans ces médicaments est faible. Là, c'est des bidons propylène-glycol. C'est des bidons de 25 à 50 litres. Donc, que vous allez utiliser chez la vache essentiellement par la voie orale. Et on va voir que le propylène-glycol va jouer un rôle très très important dans la prévention de l'acétonémie. Ou bien les sels d'acide propionique. Les sels d'acide propionique, je me souviens qu'il y avait une préparation pharmaceutique injectable à base d'acide propionique. Acide propionique qui est on utilisait pour les cas d'acétonémie et ça donnait d'excellents résultats parce que l'acide propionique est un précurseur de glucose au niveau sanguin et donc il va donner du glucose qui va être disponible à l'organisme. D'accord? Un petit mot sur le propylène-glycol. Donc vous voyez que le propylène-glycol après administration orale est absorbé par le rumen à hauteur de 40%. Hein, par heure, ça c'est très important. Donc vous voyez que si par exemple vous venez pour un cas d'acétonémie, vous commencez par l'injection de glucose hypertonique par voie intraveineuse. Vous réglez la glycémie pendant les 2 heures et vous rajoutez du propylène-glycol par voie orale, vous avez 40% par heure de précurseur de glucose. Et donc ça évite les rechutes. D'accord? Alors ce propylène-glycol est transformé en acide propionique, C3, et donc glucose. Cet acide sera orienté vers le foie et sera à l'origine d'une augmentation de la production d'oxaloacétate. Donc, l'acide propionique va être orienté vers le foie où il va donner donc du glucose. Ce glucose, il va subir une glycolyse et il va donner une production d'oxaloacétate. Si on a une production d'oxaloacétate très très importante, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir pénétration de l'acétyl-CoA et l'utilisation de l'acétyl-CoA par le cycle de Krebs. Ça, c'est très important. Et on va diminuer automatiquement le taux d'acétyl-CoA qui s'est accumulé au niveau du foie. Alors, le propylène-glycol est administré à la dose de 225 grammes 2 fois par jour pendant 2 jours, puis 110 grammes par jour pendant 2 jours. Donc, des doses d'attaque, soit 25 grammes 2 fois par jour. Puis, on revient à des doses de maintien de 110 grammes pendant 2 jours. Donc, vous avez un traitement de 4 jours à base de propylène-glycol. Associé ou non, de quoi? À l'injection de glucose hypertonique. Et là, je vous invite à utiliser le propylène-glycol
non seulement sur le plan thérapeutique, mais sur le plan prophylactique. On va le voir par la suite. Le propylène-glycol est un composé très très important dans le traitement et la prévention de l'acétonémie. Le propylène-glycol. Donc voilà l'intervention du propylène-glycol. Donc le propylène-glycol est transformé en lactate puis en pyruvate, ce qui va entraîner l'augmentation de l'oxaloacétate. Et si l'oxaloacétate va augmenter, il y a de l'acétyl-CoA qui va pénétrer pour former du citrate et le cycle de Krebs va automatiquement reprendre sa fonction. D'accord? Donc PG, lactate, pyruvate qui va donner de l'oxaloacétate. Et l'oxaloacétate va permettre l'acétyl-CoA de rentrer et donc de ne pas partir vers la formation de corps cétoniques. D'accord? Le propylène-glycol, il peut aussi donner du propionate et le propionate va rentrer dans le cycle de Krebs sous forme de succinyl-CoA. Donc succinyl-CoA, vous voyez que le propylène-glycol va jouer double rôle au niveau du cycle de Krebs. Non seulement il augmente l'oxaloacétate à partir du pyruvate et la transformation du lactate en pyruvate, mais non seulement il va permettre, par sa transformation en propionate, de donner du succinyl-CoA, et ce qui va faire retravailler le cycle de Krebs. Donc le propylène-glycol est très très important. Très très important comme composant très très important. D'accord? Donc le propylène-glycol, je vous assure que c'est un composé, actuellement, il est utilisé pour le traitement et pour la prévention de l'acétonémie chez la vache laitière. D'accord? Autre traitement aussi, donc le traitement médical, c'était surtout le glucosé et les composés glucidiques, les composés autres que le glucose. D'accord? Nous avons aussi les traitements hormonaux. Les traitements hormonaux. Donc, traitement hormonal, le traitement hormonal le plus intéressant lors de l'acétonémie clinique, c'est les glucocorticoïdes. Donc, qui est une thérapie de routine des cétoses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que les glucocorticoïdes avaient un rôle dans l'activation de la néoglucogénèse. C'est faux. Les glucocorticoïdes n'intervenaient pas au niveau de la cétose par une augmentation de la néoglucogénèse. D'accord? Qu'est-ce qu'elle permettait? Elle permettait un apport d'acides aminés glucoformateurs. Et vous savez que les 4 acides aminés qui sont responsables, ils sont glucoformateurs, soit par désamination, par transamination, étaient responsables de la formation du glucose. Donc les glucocorticoïdes favorisaient l'apport de ces acides aminés par quoi? Par l'augmentation du catabolisme protéique. Elle a aussi un effet sur la production lactée, un effet dépresseur sur la production lactée. C'est le même cas que l'hypocalcémie. En diminuant la production lactée, elle permettait la diminution du transfert du glucose au niveau de la production laitière. Et donc ce glucose, il pouvait être utilisé pour la formation d'énergie et pour régler le déficit énergétique. Donc, d'une part, les glucocorticoïdes permettaient la libération d'acides aminés glucoformateurs, essentiellement donc 4 acides aminés glucoformateurs, et elle avait un effet dépresseur sur la production laitière. En diminuant la production laitière, elle diminuait donc le transfert du glucose pour la production laitière. C'est l'équivalent du transfert du calcium pour l'hypocalcémie. D'accord? Donc, un effet dépresseur sur la production lactée. Les plus efficaces semblent être la dexaméthasone. Donc, c'est la plus efficace des glucocorticoïdes. Donc, utilisez toujours de la dexaméthasone. Utilisez le plus souvent la dexaméthasone pour régler les problèmes d'acétonémie clinique. D'accord? Et l'utilisation des glucocorticoïdes va entraîner une diminution des rechutes. Donc, moins sujet aux rechutes. Moins sujet aux rechutes pour les vaches qui ont été traitées avec de la dexaméthasone. Alors, l'association
avec l'insuline donne de meilleurs résultats. Donc le meilleur résultat, c'est association insuline-glucocorticoïde. L'insuline glucocorticoïde. Parce qu'on sait que l'insuline, elle est responsable de la pénétration du glucose à l'intérieur des cellules. Elle est anticétogène. L'insuline est anticétogène. Donc, les plus grands résultats ont été observés lors de l'association dexaméthasone-insuline. Donc, autre traitement hormonal, c'est l'insuline. Alors, un fort pouvoir anticétogène. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle inhibe la lipolyse, elle inhibe la CPT1, donc active la lipogénèse, favorise l'utilisation des corps cétoniques par les tissus périphériques, essentiellement par les muscles, d'accord, et l'inhibition de l'activité de la CPT1. Donc s'il y a une inhibition de l'activité de la CPT1, les acides gras ne pourront plus rentrer au niveau de la mitochondrie, et donc la cétogénèse va être arrêtée. Son utilisation nécessite donc l'adjonction d'agents hyperglycémiants tels que les solutés de glucose hypertonique ou de glucocorticoïdes. Et là, donc j'attire votre attention que l'utilisation de l'insuline tout seul n'est pas indiquée lors d'acétonémie, malgré les effets anticétogènes. Pourquoi? Parce que l'insuline utilisée wahdaha, pourquoi? Parce qu'elle va entraîner un problème d'hypoglycémie si elle est utilisée toute seule. Et là, l'hypoglycémie, elle va aggraver notre hypoglycémie et elle va aggraver la cétogénèse. Donc, je vous conseille toujours, si vous utilisez de l'insuline, il faut ajouter avec elle soit du glucosé hypertonique, soit des glucocorticoïdes. Pourquoi? Parce que c'est la source de glucose, qu'elle soit glucose direct ou glucose indirect par néoglucogénèse à partir de composés protéiques et qui va donc empêcher cette hypoglycémie post-insulinique. Donc, quelles sont les formes de l'insuline qu'on peut utiliser? C'est les protamines zinc insuline. C'est des formes qui sont disponibles en pharmacie. Donc, la dose, elle est de 200 à 300 unités internationales par animal. C'est des prototypes. Donc, vous voyez que ce n'est pas lié au poids de l'animal. Donc, 200 à 300 unités internationales par animal. Les injections sont renouvelées 24 à 48 heures d'intervalle pendant la durée du traitement. Donc, l'intérêt de l'insuline dans le cas de lipidose hépatique est controversé. Pourquoi? Parce que vous savez que l'insuline, elle va entraîner automatiquement la pénétration du glucose à l'intérieur des cellules. Et donc, si l'insuline est utilisée pour la lipidose hépatique, elle va favoriser encore plus la lipogénèse. Et parmi les effets de la lipogénèse, c'est l'accumulation d'acides gras au niveau hépatique. Elle va aggraver cette lipidose hépatique et elle va aggraver cette stéatose hépatique. Donc, moi personnellement, pour les cas de vache grasse, pour l'épidose hépatique, je n'utilise jamais de l'insuline. Je n'utilise jamais de l'insuline pour les cas de l'épidose hépatique. D'accord? Malgré son effet acétogène. Mais pour les lipidoses hépatiques, elle est contre-indiquée et controversée. D'accord? Autre chose qui peut nous intéresser et qui peut vous paraître un petit peu paradoxal, c'est l'utilisation du glucagon. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Vous savez que le glucagon, il est cétogène, mais à de fortes doses, à de fortes quantités. Quand le glucagon se retrouve en grande quantité au niveau du sang, il est cétogène. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que l'utilisation du glucagon comme traitement va activer la synthèse du glucose à partir du glycogène. Et l'activation de la synthèse de glucose semble être prépondérante par rapport aux effets lipolytiques et cétogéniques lorsqu'on ne dépasse pas les 20 mg par jour de glucagon. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner du glucagon à des doses très faibles qui permettent une synthèse de glucose à partir du glycogène, qui ne permettent pas l'activité lipolytique et qui ne permettent pas l'activité cétogénique. Donc, à 20 mg par jour de glucagon,
L'effet glycolytique et glycogénolytique, il est prépondérant par rapport à l'activité lipolytique, à l'activité cétogénique. Donc, là, vous voyez que c'est un traitement d'avenir qu'il faut essayer de développer. Alors, le glucagon augmenterait l'activité de la lipase lysosomiale et l'expression de l'hypoprotéine B. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Entraînant une augmentation de la lyse des triglycérides hépatiques et une augmentation de leur sécrétion en dehors du foie. Donc, le glucagon est très intéressant dans quel type de cétose? Dans les cétoses de type 2. Très important. Pourquoi? Parce qu'il permet d'une part l'activation des lipases lysosomiales, donc la dégradation des acides gras au niveau hépatique, et la synthèse, l'expression de la lipoprotéine B. Les lipoprotéines, vous savez que les lipoprotéines ont un rôle très important dans le transfert des acides gras, des triglycérides, du foie vers la circulation sanguine. On peut éventuellement utiliser des traitements adjuvants. Alors, quels sont les traitements adjuvants utilisés lors d'acétonémie? Nous avons la niacine ou acide nicotinique, la vitamine B3 ou la vitamine PP. Alors, l'acide nicotinique à dose supraphysiologique, utilisé par voie intraveineuse ou orale, inhibe la lipolyse et réduit les AGNE plasmatiques de façon marquée. Donc, s'il inhibe la lipolyse, réduit les AGNE, il réduit le substrat utilisé par la mitochondrie pour la formation de corps cétonique. Donc, il est anticétogène. Donc, niacine, acide nicotinique. Il augmente aussi l'insulinémie et la glycémie. Donc, il est très, très intéressant. D'accord? Il réduit donc la cétogénèse. Les doses actuellement recommandées sont de 3 à 6 grammes pour un bovin de 600 kg par jour, par voie orale pendant 10 jours, d'acide nicotinique, adapté pour la prévention que pour le traitement de la cétose. Et là, ça c'est très important, ces doses par voie orale sont plus adaptées pour la prévention que pour le traitement de la cétose. Pour le traitement de la cétose, on va préférer les voies intraveineuses. Et donc les voies intraveineuses ou les voies intramusculaires ou les voies parentérales en général. D'accord? Pour le traitement. Voilà. Comme traitement adjuvant aussi, nous avons les autres vitamines. Alors, là, les vitamines surtout du groupe B sont souvent recommandées dans le traitement de la cétose. Pourquoi? Nous avons la vitamine B12. C'est un cofacteur de l'enzyme activant la conversion du propionate en succinate. Donc vous voyez que la vitamine B12, elle va intervenir dans le cycle de Krebs comme cofacteur. D'où l'importance de la vitamine B12 comme substrat énergétique, car elle permet la conversion du propionate en succinate. Et le succinate, c'est un composant très très important du cycle de Krebs. Donc la vitamine B12 va rentrer dans le cycle de Krebs par l'activation du propionate en succinate. Donc elle va jouer un rôle très important dans le redémarrage du cycle de Krebs. Bien sûr, il faut toujours associer l'apport de vitamine B12 par l'apport du cobalt. D'ailleurs, on l'appelle, la vitamine B12, on l'appelle cyanocobalamine. Cyanocobalamine. Donc, cobalt associé toujours à la vitamine B12 parce que c'est un oligoélément très très important dans la synthèse de la vitamine B12. Donc, cobalt et vitamine B12. Il y aura aussi augmentation de la glycémie et une diminution de l'engorgement hépatique en triglycérides. Ça, c'est très important comme facteur lipotrope. Facteur lipotrope de la vitamine B12 et du cobalt. Toujours dans les traitements adjuvants, on peut utiliser ce qu'on appelle les facteurs lipotropes. Alors, parmi les facteurs lipotropes, nous avons la méthionine, le chlorure de choline et l'acétylcholine.
l'acétylméthionate de calcium. L'acétylméthionate de calcium. Ce sont des facteurs lipotropes très très importants qui sont généralement utilisés. Mais là, je vais vous donner quelques informations concernant leur utilisation par les bovins. Donc, elles permettent la synthèse des VLDL, permettant l'exportation des triglycérides hors des hépatocytes, donc très importante et très intéressante lors de cétose de type 2, très intéressante parce qu'elle permet une synthèse de VLDL et donc l'exportation des triglycérides hors des hépatocytes. Elle entraîne aussi la diminution de la concentration sanguine des AGNE et des triglycérides hépatiques. C'est aussi très intéressante lors de cétose de type 2. Diminue donc le risque de cétogénèse. D'accord? Là, je dois vous arrêter sur ce point bien intéressant. Leur apport oral chez les ruminants. Leur apport oral nécessite l'utilisation de formes protégées. D'accord? Donc, il faut faire très attention lorsque vous utilisez ces facteurs lipotropes, méthionine, choline, arginine, succinate, acétylméthionate de calcium et ainsi de suite. Il faut toujours vérifier chez les ruminants que vous êtes en train d'utiliser des formes protégées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne vous amusez jamais à utiliser des produits destinés à l'espèce monogastrique, en l'occurrence l'espèce aviaire, et vous allez utiliser des produits spécialement conçus pour l'espèce aviaire qui ne contiennent pas, qui ne possèdent pas de rumen, et vous allez extrapoler leur utilisation dans l'espèce bovine. C'est faux. Chez l'espèce aviaire, les formes ne sont pas protégées. Ils n'ont pas le besoin d'être protégés puisqu'il n'y a pas de microflore, il n'y a pas d'acidité ruminale. Ce sont des composés qui vont se retrouver au niveau intestinal rapidement. Mais chez l'espèce bovine, vu la particularité du rumen, il faut toujours se poser la question: est-ce qu'on est en train d'utiliser des facteurs lipotropes destinés aux bovins? Ça veut dire les formes protégées. Donc il faut très très attention. Lorsque vous avez un flacon de composants à base de méthionine, de chlorure, de choline, d'acétylméthionate de calcium, il faut toujours se poser: est-ce qu'elle est destinée pour les bovins? Si elle est destinée pour les bovins, ça veut dire que c'est des formes protégées. Si elles ne sont pas destinées à l'espèce bovine, ce sont des formes non protégées. Et là, je vous donne l'information que la choline présente dans les aliments est dégradée à 80% dans le rumen. La choline non protégée, pure, utilisée comme additif, elle est dégradée à 95%, voire 99%. Ça veut dire pour les gens qui utilisent des formes aviaires pour le traitement de l'acétonémie bovine, l'acétonémie chez les ruminants, ils ont tort. Ils vont avoir de la méthionine, du chlorure de choline, de l'acétylméthionate qui vont être dégradés à 95%, 90%. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des traces. Est-ce que ces traces sont susceptibles d'entraîner des phénomènes pharmacodynamiques au niveau sanguin? Jamais. Donc, il faut toujours utiliser des formes protégées. Et il faut être intransigeant vis-à-vis de ces formes protégées. D'accord? Donc, n'utilisez jamais des formes non protégées destinées pour d'autres espèces, notamment les espèces monogastriques, pour les espèces polygastriques, à savoir les bovins. C'est aussi valable pour l'utilisation des antibiotiques. Parce qu'on a vu sur le terrain que chez les bovins, il y a certains praticiens qui utilisent des formes
pharmaceutiques à base d'antibiotiques par voie orale qui sont destinés pour les monogastriques, qui sont destinés pour l'utilisation chez les monogastriques, chez les polygastriques. Et là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chambouler et dégrader toute la microflore au niveau ruménal. Parce que ce sont des antibiotiques qui ont été destinés pour l'espèce aviaire. L'espèce aviaire ne possède pas de rumen. Et si elle ne possède pas de rumen, ces antibiotiques vont se retrouver au niveau intestinal. Et ils vont exercer leur effet pharmacodynamique. Lutter contre la salmonellose, lutter contre l'Escherichia coli, et ainsi de suite. Mais lorsque vous utilisez ces mêmes antibiotiques destinés pour l'espèce aviaire chez l'espèce bovine, qui ne sont pas protégées, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chambouler automatiquement la microflore au niveau ruménal. Donc faites attention, les jama'a, faites attention pour l'utilisation des antibiotiques par voie orale chez les polygastriques lorsqu'il s'agit de formes destinées aux monogastriques. Voilà, donc nous avons terminé avec donc, les moyens de lutte, à savoir le traitement. Passons maintenant à la prévention, qui est un chapitre très très important